Bonjour à tous. Il est sociologue des médias, universitaire. Il a été aussi consultant de beaucoup d'entreprises de presse, mais il est de plus en plus politique. Il a dirigé la campagne municipale d'Anne Hidalgo et il est aujourd'hui son adjoint à l'urbanisme et au développement économique. Bonjour Jean-Louis Messica. Bonjour. Alors ça fait 6 mois à peu près que l'élection a eu lieu et on voit très peu Anne Hidalgo. Pourquoi ? Vous avez tort de dire qu'on la voit très peu. Elle passe pas mal dans les médias, elle fait beaucoup d'international. Elle va être dans quelques jours à New York avec Michael Bloomberg et puis des maires de très grandes villes sur le sujet ô combien important du changement climatique. Non, elle fait son boulot de maire. C'est quoi votre mesure que vous diriez emblématique de ce que vous serez ? Je pense que le lancement du budget participatif, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc parce le que premier a eu lieu mardi, absolument, dans le 12e arrondissement. J'y étais d'ailleurs avec... Ça donne des idées, déjà ? Oui. D'abord, il y avait beaucoup de monde. Et les questions étaient intéressantes parce qu'on sent un intérêt des Parisiens. Peut-être encore un tout petit peu de scepticisme sur le thème c'est quoi exactement ce truc, comment ça va marcher, etc. Mais parce que l'idée, c'est des idées d'investissement. C'est ça, c'est-à-dire qu'on propose aux Parisiens d'être les co-auteurs, en quelque sorte, de 5% du budget d'investissement chaque année. Et c'est pas compliqué de lancer déjà des idées d'investissement quand en fait il faudrait surtout des idées aujourd'hui pour boucler le budget. Je crois qu'il vous manque à peu près 400 millions par rapport au budget prévu. Comment on fait quand on a décidé de ne pas augmenter les impôts? Bon, d'abord, les 400 millions, on parle du budget de fonctionnement, on ne parle pas du budget d'investissement. Anne Hidalgo a posé la préservation du budget d'investissement. Elle veut investir 8,5 milliards sur la mandature, ce qui est un très très gros effort d'investissement, mais c'est à la hauteur des enjeux de Paris et du Grand Paris et de l'objectif qu'elle s'est fixé en matière de logement. Mais oui, bien sûr, on est comme toutes les autres collectivités territoriales de France. De ce point de vue-là, certes, le chiffre est important parce que c'est Paris, mais vous parlez avec n'importe quel maire de n'importe quelle ville. Vous savez comment on fait pour boucler ce budget? On commence à avoir des pistes sérieuses. Voilà. Alors vous nous en donnez une grosse sérieuse? Les économies, c'est extrêmement sérieux. Vous savez, le budget de la ville, c'est 8 milliards et quelques chaque année. Là, je parle du budget global, investissement et fonctionnement. Il y a une partie incompressible dans ce budget. Par exemple, la masse salariale, vous ne pouvez pas y toucher. Il y a des dépenses obligatoires. Par exemple, le RSA, vous ne pouvez pas y toucher. L'aide au logement non plus. Donc, il y a des choses que la part sur laquelle vous pouvez intervenir est extrêmement limité par rapport à ces 8 milliards et quelques, mais on peut faire des économies et Anne Hidalgo, on peut être sérieux sans pour autant basculer dans une logique d'austérité, on peut pratiquer le sérieux budgétaire et c'est ce que nous faisons. Elle aurait bien aimé au printemps la création de cette taxe hôtelière journalière. Manuel Valls a dit non. Est-ce que le sujet est encore ouvert selon vous et peut être discuté dans le budget? Le sujet est encore ouvert et ensuite il faut bien voir que ce n'est pas seulement une demande d'Anne Hidalgo pour améliorer les finances de la ville. C'est aussi une demande légitime des collectivités territoriales qui consiste à dire la taxe de séjour ne peut pas être la même au Grand Quevilly et à Paris. Et comment on fait quand vous avez dit non au printemps et comment on revient? On revient tout simplement avec une proposition différente et après avoir dialogué avec toutes les parties prenantes, y compris les syndicats hoteliers. Ce qui avait été reproché au printemps, ça a été le caractère un peu précipité de la mesure et l'absence de concertation, ce que j'entends très bien. Maintenant, il est clair que, je voudrais juste vous donner un exemple, un chiffre. Quand quelqu'un descend dans un palace parisien et paye sa chambre d'hôtel 1 000 € ou 10 000 €, il paye 90 centimes de taxe de séjour. D'accord. Donc l'augmenter un peu, ce sera... Il ne s'en apercevra même pas. Voilà. Donc c'est tout. Donc là, le risque pour l'attractivité. Il faut savoir quand même que la taxe de séjour à Berlin est de 5%, que le maire de Rome vient de doubler la taxe de séjour à Rome. Donc c'est un sujet qui est un sujet commun à toutes les grandes villes. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce que aujourd'hui, ce sont les contribuables parisiens qui financent l'empreinte carbone et l'usage des services publics municipaux des touristes. Et ça, ce n'est pas normal. Pourquoi est-elle si réservée à l'extension du travail le dimanche ? Elle n'est pas réservée à l'extension du travail du dimanche. Elle a toujours dit qu'elle était favorable à un réexamen. Elle est sur une position qui, moi, me paraît juste et équilibrée, qui consiste à dire, premièrement,
Le dimanche n'est pas un jour comme les autres, donc il est hors de question de déréglementer complètement. Deuxièmement, nous comprenons bien que des grands magasins ou des centres commerciaux réclament d'ouvrir le dimanche, mais il faut tenir compte de l'équilibre général et de toutes les parties prenantes. Les salariés, beaucoup de vendeurs sont des vendeuses, certaines vivent très loin de Paris, elles travaillent déjà le samedi. Ce dossier avec mesure. Voilà, globalement, et puis tenir compte aussi du fait que il n'y a pas que les touristes qui consomment à Paris, il y a aussi les Parisiens. Et il ne faut pas que Paris devienne uniquement un lieu que l'on pense comme un lieu touristique. Ça, c'est une question qui concerne votre périmètre. Oui. Elle a demandé, comme Martine Aubry, à pouvoir faire l'encadrement des loyers. Oui. Les constructeurs disent souvent c'est un frein psychologique à la construction. Or, vous, votre objectif, c'est de faire de la construction. Oui. Comment vous gérez ce paradoxe ? Je pense qu'il faut tenir compte d'abord de l'état de tension extrême du marché immobilier à Paris. Pour moi, l'encadrement des loyers est un pis-aller et ce n'est pas nécessairement une bonne mesure du point de vue économique, même si c'est une bonne mesure d'un point de vue social. Et c'est vrai que la meilleure façon de lutter contre la hausse des loyers, c'est de construire et d'augmenter l'offre. C'est ça la priorité. C'est ça la priorité. D'accord. L'encadrement des loyers, c'est juste parce qu'on se trouve aujourd'hui dans une situation à Paris où les gens n'ont plus les moyens de payer leur loyer. Et donc il faut quand même faire quelque chose. Sur tous ces sujets qu'on vient d'aborder, travail du dimanche, loyer, taxe de séjour, on sent que les relations sont compliquées avec l'exécutif. Est-ce que vous les qualifieriez de difficiles ? Non, c'est un dialogue à la fois franc et utile, je crois, pour le pays, parce que il est normal, vous savez, il y a des Jacobins et des Girondins en France, des gens qui sont pour la décentralisation et d'autres qui sont pour la centralisation. Les grandes métropoles, aujourd'hui, sont des métropoles mondiales. Et donc, il faut trouver une nouvelle façon de dialoguer avec l'État-nation quand on est une ville-monde. Et c'est cela que Anne Hidalgo est en train d'inventer. Alors, ça se fait parfois dans la bonne humeur, parfois dans la mauvaise humeur, mais de toute façon, ces relations vont changer. La situation politique est très difficile, l'exécutif est très affaibli. Est-ce que vous diriez que si l'élection municipale avait lieu aujourd'hui, vous seriez réélu ? C'est impossible de répondre à cette question. C'est de la politique fiction. Je pense que nous avons gagné cette élection parce que le bilan de Bertrand Delanoë était de bonne qualité, que Anne Hidalgo était une personnalité que les Parisiens appréciaient et qu'ils considéraient. Vous pouvez être un peu préservé du climat ambiant. Oui. La question, c'est pendant combien de temps on peut être préservé du climat ambiant, combien de temps la dynamique locale n'est pas contaminée par l'absence de dynamique nationale. Et d'ailleurs, la question se pose aussi sur le plan économique. Pendant combien de temps Paris pourra continuer à avoir cette attractivité économique internationale tout à fait réelle, avec un pays qui a du mal à faire redémarrer la croissance et à rentrer dans le 21e siècle. Merci, on vous sent quand même un peu inquiet. Merci Jean-Louis Lussica.